Bienvenue dans Entre deux arts, le podcast qui invite des artistes à venir nous donner leur vision de l'art et leur vision du monde. On a déjà eu dans les 2 premiers épisodes l'occasion de parler peinture, photographie, design, film aussi. Et aujourd'hui, un sujet qui me touche très à cœur, on va parler un petit peu d'écriture et de littérature. Et pour ce faire, j'ai un invité de marque puisque Jérôme Mézot est avec moi. Bonjour Jérôme Mézot. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes donc professeur à l'université de Lausanne en lettres. Vous avez aussi beaucoup travaillé en sociologie. Vous êtes très impliqué dans la littérature suisse romande en tant que critique. Vous avez collaboré à la création de l'histoire littéraire de la Suisse romande. Vous avez aussi contribué à cette littérature suisse romande puisque vous êtes écrivain. Il y a donc cette double casquette. On va y revenir. Aujourd'hui, on va donc présenter certaines réflexions sur la création. Pourquoi créer? Mais on a quand même l'habitude de débuter sur une question. C'est la même pour tout le monde. Jérôme Mézot, qu'est-ce que l'art? Oh mon Dieu, quelle immense question. Ça commence fort. On voit que c'est la question piège. Eh oui. Moi, j'ai pas de réponse absolue là-dessus. Je dirais que quand je travaille, je me pose pas la question de l'art, je pose la question d'une pratique de création, d'invention, qui est pour moi l'écriture. Et j'essaie de pas me laisser impressionner par les majuscules, l'art avec majuscules, les grands auteurs morts, les statues d'écrivains, etc. Tout ça, c'est une fabrication après coup, qui a pour but de nourrir l'enseignement scolaire et aussi la révérence des gens envers des grands artistes. Mais en fait, l'art, au sens de la création au quotidien, c'est vraiment une pratique, c'est comme l'artisanat, c'est comme la poterie. Enfin, on peut comparer à 1000 choses, mais c'est beaucoup plus proche de ces choses-là que de ces grandes figures qu'on nous présente dans les livres d'histoire. Mais est-ce qu'on se sent quand même parfois un peu artiste quand on a écrit un livre, qu'on a été publié? Bon, moi, je m'identifie pas tellement à l'image de l'artiste, mais disons, s'il fallait classer dans un certain type d'activité, oui, je pense que quand on écrit des romans, on est un petit peu dans cette catégorie. Mais moi, c'est pas ce mot qui m'intéresse ou me motive. Moi, c'est plutôt l'idée d'être un inventeur de langage, quelqu'un qui, dans le langage, fait sa place, invente des places qui n'existaient pas, dit des choses qui n'ont pas été dites ou qu'on n'arrive pas à dire ou que les autres, parfois, n'arrivent pas à dire. Et quand on ouvre une porte ou une fenêtre grâce au langage, à la manipulation du langage, là, on a l'impression de créer quelque chose, puis on a le bref sentiment d'avoir été utile, ouais. Et on a quand même donc cette envie d'innover, mais est-ce qu'on écrit pour soi ou est-ce qu'on écrit pour être lu? Dans votre cas, très précisément. Moi, j'ai toujours écrit pour moi. C'est parce que j'ai commencé bien avant de publier, donc quand j'étais adolescent, disons. Et puis pendant pas mal d'années, j'avais même pas l'idée de publier parce que je savais pas à qui m'adresser et je venais pas du tout d'un milieu qui connaissait la vie littéraire. Donc non, je dois dire que j'ai vraiment écrit pour moi. Après, bien sûr, il y a un moment où effectivement ça devient pour les autres parce qu'on a envie de montrer ce qu'on a fait. D'abord, moi je l'ai montré à des proches d'abord, et puis à un moment donné, on a beaucoup travaillé, on a fait plusieurs versions. Il y a un texte qui commence à être un peu solide, donc là, on a envie de le montrer à un public d'inconnus, et ce qui est un grand saut. Mais là, il y a une personne qui intervient et qui est très très précieuse. Faut pas l'oublier aujourd'hui. C'est l'éditeur, c'est-à-dire la personne qui vraiment va rendre public votre texte et va vous obliger aussi à le travailler, à le reprendre, à l'améliorer. En fait, un texte, mais comme une musique, comme un film, toutes les créations possibles, il faut beaucoup y repasser, beaucoup y retravailler avant que ça puisse trouver une forme définitive. Pour avoir un livre fini, c'est une collaboration presque. Clairement, c'est un produit collectif. Bien sûr, il y a quelqu'un qui écrit un texte au début, mais celui qui écrit le texte ou celle qui écrit le texte, il propose quelque chose qui va être transformé, recorrigé, lu par d'autres personnes, qui va évoluer longuement, ensuite qui va être mis en page, travaillé par l'éditeur, corrigé par un correcteur, par un imprimeur. Et finalement, le texte final qu'on a sous les yeux quand on achète un livre en librairie, il a passé par beaucoup de mains. Et donc, plutôt que de toujours ramener à l'auteur, comme s'il y avait une seule personne qui avait tout dans la tête, il vaudrait mieux décrire ce processus un peu collectif dans lequel il y a bien un auteur ou une autrice, mais qui a un autre statut. Voilà. Et est-ce que parfois on se dit pas mais mon texte a été dénaturé? Est-ce que notre message n'est pas modifié par justement ces autres personnes-là? Oui, c'est le risque, c'est sûr, parce que si plusieurs personnes donnent leur avis sur votre texte, puis si l'éditeur essaye de vous pousser à faire différemment, à faire d'une certaine manière, vous pouvez parfois vous sentir dépossédé. Mais en même temps, sans cette intervention des autres et sans cette sorte de négociation à plusieurs qui vous oblige
tout le temps à dire je veux faire encore un peu mieux, je peux corriger ça, je peux ajouter ça, ou bien j'avais pas vu cette erreur. Sans cette sorte de négociation collective, il n'y a pas de texte qui devient affûté, quoi. Il y a quelque chose de collectif donc. Mais Jérôme Mézot, vous avez peut-être un rapport différent quand même à la littérature, puisque vous l'enseignez. Vous êtes professeur à l'Université de Lausanne, on le rappelle. Vous étudiez beaucoup les classiques. Est-ce qu'on se met pas une pression? Parce qu'on se dit, on a fait toutes ces analyses et on se dit, est-ce qu'il faut cette métaphore, une litote et certaines figures de style? Est-ce qu'on y pense quand on écrit? Alors moi, pas du tout, même si effectivement je suis tombé dedans quand j'étais petit, comme disait Obélix, c'est-à-dire depuis toujours je lis énormément, et puis en plus je suis devenu enseignant de littérature, donc j'ai tout le temps plein de textes en tête, et on pourrait imaginer que quand je me mets à écrire, j'ai tous ces textes qui me tombent dessus, mais en fait non, parce que tous ces textes que j'ai en tête, voilà, ils existent bien sûr dans mon paysage, mais quand j'écris, c'est quelque chose de nouveau qui commence sur la page. C'est-à-dire, le langage a déjà été utilisé par tout le monde. Beaucoup de mots qu'on met sur la page ont déjà été utilisés, même usés par les autres. Et parfois, c'est difficile de retrouver la fraîcheur d'une phrase nouvelle, bien sûr. Mais c'est pas le poids, je dirais, révérentiel, comme ça, un peu sacré. Évidemment, je ferai jamais mieux que Proust ou que Shakespeare, mais justement, ça libère de plus se poser cette question. Et d'ailleurs, moi, c'est pas avec Proust et Shakespeare que je dialogue, c'est avec les gens de mon époque, c'est-à-dire avec des gens vivants, c'est-à-dire, je voudrais faire aussi bien qu'un auteur, je sais pas, français ou d'un voisin auteur suisse que j'estime ou autrice suisse que j'estime et chez lequel je trouve des idées intéressantes, des façons d'écrire. Donc c'est plutôt une sorte d'émulation assez excitante comme ça qui fait que non, moi je me sens jamais la pression sur la tête, non. C'est donc pas une concurrence directe en fait, non, c'est ça? Pour moi pas du tout en tout cas. Niveau du regard externe, parce que quand on enseigne la littérature, les gens s'imaginent peut-être, il connaît tout, il devrait savoir écrire. Est-ce qu'ils sont plus jugeants? Est-ce que le public est plus jugeant ou est-ce qu'il y a plus d'attentes? Alors ça, c'est une bonne question et j'ai pas vraiment de réponse parce que j'ai pas assez de retours dans ce sens-là. Par exemple, d'autres collègues profs puis les textes que je publie, touchent un certain public, mais c'est pas un très large public. Ils sont pas commentés non plus par des spécialistes. Il y a des articles dans la presse, voilà. Donc c'est difficile de dire, mais j'imagine que quand quelqu'un est connaisseur d'un domaine, on attend un petit peu plus de lui. On attend qu'il montre sa connaissance de cette tradition ou peut-être ce qu'il en fait aujourd'hui. Et c'est vrai que quand on passe son temps à essayer de comprendre ce qui est original ou pas dans certaines œuvres, on se dit il devrait avoir les moyens de créer quelque chose d'original. Mais là, je crois que c'est pas mécanique. On peut très bien connaître la tradition et puis avoir beaucoup de peine à inventer quelque chose de nouveau. Donc là, je suis assez prudent, je dirais, parce que je sais que l'invention c'est pas facile du tout et on n'arrive pas à chaque livre à créer quelque chose d'original. Et vous le dites, chaque livre est différent. Est-ce que vous avez l'impression d'être un artiste différent qu'au début de votre carrière? Oui. En 99, c'était la publication de votre premier livre, si je ne m'abuse. Oui. Et puis, vous écrivez depuis l'adolescence. Oh, voilà. Donc ça fait 25 ans que je publie en fait. Oui, je suis différent aussi parce que j'ai vieilli déjà, j'ai plus d'expérience. Et puis, par exemple, au début, j'écrivais beaucoup de textes plutôt autobiographiques, des histoires de famille, l'histoire de ma famille, de certains membres de ma famille, mon grand-père par exemple. Et je trouvais très important de rendre témoignage de certaines vies qui n'avaient pas laissé beaucoup de traces, mais qui avaient été intéressantes selon moi. Et puis maintenant, je trouve toujours intéressant d'avoir fait ça, mais je le ferai plus comme ça. Maintenant, je m'intéresse plus à les formes romanesques, à l'invention d'un monde de fiction plus autonome, qui parle quand même du monde d'aujourd'hui, parce que j'ai pas envie de faire de la fiction absolue, mais qui soit un petit peu plus à distance de mes propres expériences. Donc quand même, en fait, créer quelque chose de nouveau, mais qui se passerait un peu dans notre monde, c'est ça? Oui, en tout cas, les romans que je fais maintenant, ils se passent dans le monde contemporain. Ils essayent de dire quelque chose sur ce monde, mais ils sont beaucoup moins inspirés de mes propres expériences, de mon milieu d'origine, par exemple. On aura l'occasion d'en parler dans la 3e partie de ce podcast. Écrire les vies ordinaires, c'est un petit peu votre objectif. Est-ce que vous avez quand même un style particulier? Est-ce qu'il y a une touche méso qu'on reconnaît quand on lit? C'est dur à dire pour soi-même. Oui, c'est dur de le dire soi-même. Il faudrait demander à des lecteurs.
disons, ce que disent les lecteurs ou les journalistes, c'est que au début, en tout cas, c'était une écriture assez intimiste, qui parlait pas mal des problèmes familiaux, des malheurs familiaux parfois, donc une écriture un peu de la mémoire, d'une mémoire un peu traumatique d'une famille qui a subi des deuils, par exemple, à répétition. Bon, ça c'est mon histoire de famille, mais c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai voulu aller au-delà de ça pour raconter à travers la fiction des vies plus larges que simplement celles que j'ai vues autour de moi. Donc voilà, je dirais que peut-être ce côté intimiste, il reste. Maintenant, dans l'écriture de romans actuellement, je pense que j'ai passé à une écriture dans laquelle il y a quelque chose est apparu qu'il n'y avait pas du tout au début, c'est l'humour. Je pratique une écriture plus satirique dans les romans. On peut dire que mes 2 ou 3 derniers romans sont des romans satiriques qui racontent avec un peu d'ironie et de distance le moment actuel qu'on vit en Suisse, en Europe, dans le monde de la consommation, du capitalisme, de la crise environnementale, et puis le fait que de plus en plus de gens ne se retrouvent plus dans ces assignations à être des consommateurs, des producteurs, de faire marcher la machine, faire tourner la machine capitaliste. On voit bien qu'on est arrivé au bout d'un modèle. On est en train de le prendre vraiment sur la figure. Et là, tout le monde est en train de chercher des solutions avec la panique qui s'approche. Et tout ça, on peut le découvrir donc dans vos livres, Jérôme Mézot. On peut vous trouver dans toutes les librairies, facilement trouvables. Et c'est le meilleur moyen de se faire sa propre idée. Avant de reparler de votre style, je vous propose de passer à la deuxième partie de notre podcast. Vous la connaissez, c'est 1 minute pour répondre au maximum de questions. Est-ce que vous vous sentez prêt ? Je suis prêt. Alors, on va déjà commencer très rapidement. Rapport aux autres écrivains, est-ce que c'est une concurrence ou une amitié ? Les deux. Les deux. La plus grande inspiration ? La plus grande inspiration. La plus grande inspiration. Un nom d'auteur ou d'autrice. Un nom d'auteur ou d'autrice. Oh mon Dieu. Faulkner. Faulkner. Le livre que tout artiste devrait lire. Faulkner. Sanctuaire. Selon vous, votre meilleur livre ? Séisme. Un éditeur qui change notre titre, ça passe ou ça casse ? Par contrat, le titre appartient à l'éditeur, donc c'est lui qui peut le changer s'il le veut, même si ça casse. Les gens ne savent plus écrire, vrai ou faux ? Oh, c'est faux. Les gens ne savent plus lire, vrai ou faux ? Oh, c'est faux. Être en librairie et voir quelqu'un acheter notre livre, qu'est-ce que ça nous fait ? On s'évanouit. Ne plus pouvoir écrire ou ne plus pouvoir lire ? Ne plus pouvoir écrire si vraiment il fallait choisir. Une tablette pour lire, c'est ok ? Ok. On écrit mieux à la plume ou au clavier ? Je sens qu'il y a une différence, mais j'arrive pas à dire ce qui est le mieux. Je fais les deux. Les deux. Est-ce qu'on finit vraiment un jour l'écriture d'un livre ? Dernière question. Non, on finit jamais, mais l'éditeur vous oblige à le finir, voilà. Comment ça, on finit jamais un livre ? Il y a bien un moment où il est publié. Oui, non, mais s'il n'était pas publié, on le corrigerait encore. C'est ça que je voulais dire. Ça ne s'arrête jamais. Ça s'arrêterait jamais. Ça s'arrête jamais. Et donc, dans ce cas-là, William Faulkner n'aurait jamais fini de livre non plus. Voilà, donc il faut saluer son éditeur qui lui a dit « Maintenant, tu arrêtes ». Avant de passer à la troisième partie, pourquoi William Faulkner ? Bon, c'est un auteur américain des années 30-40 qui a eu le prix Nobel. C'est un des plus grands inventeurs, un plus grand inventeur de formes romanesques. C'est vraiment du niveau de Shakespeare. C'est des livres assez difficiles, mais bouleversants. Et si on accepte de se laisser aller là-dedans, on a l'impression d'entrer dans un tournoiement et d'avoir un cinéma en plus qu'en stéréo, en 3 dimensions. Et tout ça uniquement avec des mots. Je trouve ça vraiment incroyable. Mais on s'y perd quand même un petit peu dans Faulkner. Il faut être prêt, hein. Il faut être prêt. C'est comme d'aller au Luna Park et de monter dans le Grand 8. On s'y perd, mais l'impression est exceptionnelle. Ouais, c'est vrai. Il faut peut-être aussi se détacher de cette idée début, milieu, fin. Exactement. Puis de cette idée de vouloir tout comprendre, ou que ce soit simple, que ce soit... Non, on se laisse emporter par un livre comme on se laisse emporter par une musique, en fait. Tout plein de choses. Et je vous propose qu'on passe directement à la troisième partie pour reparler un petit peu de vous, hein, Jérôme Mézot. Une troisième partie que vous avez proposée avec ce titre-là, écrire les vies ordinaires. Alors, pour commencer, c'est quoi déjà une vie ordinaire ? Ouais, c'est une très bonne question, hein, parce qu'on pourrait se dire, mais qu'est-ce que c'est ? Ouais, effectivement. Bon, pour moi, une vie ordinaire, c'est, disons, la vie de tout le monde, sans distinction de classe sociale, etc. Même si, évidemment, tout le monde n'a pas la même vie. Donc, on est bien d'accord. Mais ce que je voulais dire par là, surtout, c'est que moi, en littérature, je m'intéresse à la vie des gens ordinaires, c'est-à-dire pas à la vie des héros, des rois, des écrivains, etc. J'ai pas envie de faire de la publicité pour des vies qui sont déjà des vies dominantes, qui ont déjà un accès au pouvoir, etc. J'ai plutôt envie de raconter des vies qui sont silencieuses la plupart du temps, qu'on peut prendre tout à fait au sérieux et qui disent vraiment beaucoup de choses de l'humanité, mais
auquel on ne tend pas le micro tout le temps. Alors l'écrivain, justement, parfois, il se dit qu'il faut tendre le micro à ceux qu'on n'entend pas dans la société, parce qu'il y en a qu'on entend trop aussi, par contraste. C'est quoi les avantages justement de décrire ces vies? C'est justement de mettre ces personnes en avant ou plutôt des situations? Bon, c'est plutôt l'idée que dans chaque être humain, il y a vraiment toute la condition humaine qui est résumée et que les vies les plus discrètes, les vies ordinaires, sont pas les moins intéressantes. Donc, après, c'est un parti pris, je dirais presque politique. Donc, moi, j'ai raconté la vie d'ouvriers, de femmes qui n'avaient pas eu l'occasion de faire des études. J'écris un recueil de poèmes qui vient de sortir, qui s'appelle Commerce de bouche, où vous avez des portraits d'ouvriers agricoles, des portraits de mères de famille, voilà. Bon, on pourrait dire ça peut être banal, et en même temps, par exemple, la vie, ce qu'est vraiment la vie d'un ouvrier agricole en Suisse aujourd'hui, peu de gens le savent, hein. Déjà parce que c'est un peu tabou, c'est du travail semi-illégal, c'est un travail qui permet à certains de s'enrichir sur le dos de personnes qui viennent d'Afrique subsaharienne et qui ont des salaires absolument inférieurs à toutes les normes légales. Mais c'est grâce à ces gens-là qu'on a des fruits et des légumes dans les magasins, mais ça, on le dit pas beaucoup. Les grandes enseignes de distribution n'ont pas envie de le dire. Donc, il faut que ce soit, alors si c'est pas les journalistes qui le font, c'est les écrivains qui vont essayer de le dire, en allant alors enquêter auprès de ces personnes, en faisant un portrait sérieux de ces personnes et en leur donnant une voix. Voilà. Et est-ce que le but, c'est de décrire pour rendre ça beau, appliquer un certain filtre, ou vraiment juste pour que ce soit décrit? Alors il y a les deux, hein. Pour moi, il s'agit aussi de rendre ça beau, mais pas beau gratuitement. C'est-à-dire, c'est pas pour faire un bel objet. Ah tiens, je vais parler d'un ouvrier puis ça va être beau. Mais c'est plutôt de dire que eux aussi ont le droit d'accéder à un langage qui est un beau langage, le langage de la littérature. Par exemple, un travailleur agricole peut tout à fait être le sujet d'un magnifique poème qui peut rivaliser avec des poèmes qui parlent, je sais pas, de la majesté de la montagne ou de la majesté d'une star. Donc, ils ont le droit au beau en quelque sorte, hein, et puis leur expérience de vie peut être vraiment aussi transmise à d'autres à travers la littérature. Est-ce qu'il n'y a pas un risque peut-être de dénaturer cet ordinaire, justement de rendre l'ordinaire trop extraordinaire? Oui, c'est vrai que c'est un risque. Il faut être très prudent. Il faut pas faire des personnes ordinaires des sortes de curiosités exotiques qu'on regarde soit avec condescendance, soit avec une distance ironique. Il faut, comme le font les ethnologues qui enquêtent sur la vie quotidienne autour d'eux, il faut trouver la bonne distance pour faire vraiment entendre la voix de la personne, pas s'interposer entre la personne et le public. Et en même temps pour rendre justice à des paroles qui sont jamais entendues dans la société. Donc il faut beaucoup. Moi, je passe énormément de temps à recueillir des paroles simplement, hein, à enregistrer, noter les paroles des autres. Et mon rêve, ce serait, si je voulais résumer, ce serait d'écrire par exemple un poème dans lequel, alors j'en ai fait quelques fois, mais c'est difficile, dans lequel il n'y ait pas un seul mot qui soit de moi, mais qui soit entièrement fait de mots prononcés par une personne qui est restée inaudible dans la société. Et donc, vous vous basez plutôt sur des témoignages, donc, ou est-ce que vous avez essayé de condenser les témoignages pour inventer une vie ordinaire? Oui, c'est plutôt sur des témoignages ou des prises de parole spontanées d'individus, des gens que j'interviewe ou auxquels je demande de répondre à mes questions, ou à qui il faut bien sûr ensuite demander l'autorisation aussi de reproduire leurs propos. Parfois, je peux pas le faire, parfois ça ne donne rien dans un texte, mais ça part de ce principe, ouais. Et comment est-ce qu'on le capture, justement, cet ordinaire? Vous avez parlé de micro, de carnet. Est-ce que ça vient aussi parfois un peu de l'imagination? Oui, je pense qu'il faut de l'imagination pour trouver des situations qui sont intéressantes à attraper avec nos oreilles d'écrivain. Mais pour moi, ça se passe beaucoup dans le train, par exemple, dans les lieux publics. Et puis avec des personnes aussi que j'interroge de manière consciente en disant, bon, voilà, aujourd'hui, j'aimerais que tu me parles, toi, de ça. J'ai suivi pendant longtemps, par exemple, une femme âgée qui lit énormément de romans parce qu'elle s'ennuie. Et je l'ai interviewée longuement sur ce que c'était la lecture pour elle. Et j'essaie maintenant de rédiger un portrait de cette lectrice âgée, qui est un portrait humain, mais aussi sociologique, hein, d'une femme qui a eu peu de diplômes scolaires, qui vient d'un milieu extrêmement modeste, qui a pas eu de rapport très dense avec la culture légitime, mais qui s'est approprié à sa manière le roman, est devenue lectrice, commente les textes, discute, en fait quelque chose dans sa vie quotidienne. Et ses propos, ils sont tout aussi intéressants que les propos d'un critique littéraire spécialisé. Bien sûr, il parle d'autres choses et il parle différemment de littérature, mais ils sont tout aussi intéressants à recueillir et à étudier s'il le faut. Ouais. Ouais, c'est donc le but de les mettre en avant. Ça me fait penser à une citation de Rilke qui disait « Si votre vie quotidienne vous paraît pauvre, ne l'accusez pas. Accusez-vous plutôt de n'être pas assez poète pour en convoquer les richesses. »
C'est un peu ce que vous essayez de faire? Oui, je trouve vraiment intéressant cette phrase. C'est-à-dire qu'effectivement, le monde, il a la richesse qu'on peut lui donner par notre langage. C'est-à-dire, si on cherche vraiment, prend le temps de chercher les mots exacts pour dire une situation, et c'est pour ça que les écrivains mettent beaucoup de temps à écrire des textes même courts, c'est qu'il faut faire plusieurs versions, changer son texte, changer les mots, parfois on les trouve pas, parfois il faut recommencer. Comme un peintre qui rate plusieurs fois son paysage, mais qui le reprend. Et c'est la richesse du langage qu'on arrive à mettre au service du monde qu'on veut décrire qui fait la force d'une littérature, plus que simplement l'objet dans le monde, parce qu'on peut parler d'un objet tout à fait banal, mais lui donner une ampleur extraordinaire dans un texte. Mais on est quand même loin de cette idée de l'écrivain qui tout d'un coup a une inspiration, qui écrit tout et puis qui publie son texte. Là, on est vraiment dans du travail de fond, de recherche, écriture, réécriture, collaboration avec l'éditeur, retour à soi-même. Oui, absolument. Moi, en tout cas, dans mon cas, il y a absolument l'inspiration, c'est vraiment une toute petite quantité. Par contre, ça reste quelque chose d'important. Ce qu'on appelle l'inspiration sans la sacraliser, c'est simplement des intuitions, des images qu'on a en tête, des idées d'écriture qui insistent, qui sont là toujours et qui demandent en quelque sorte à trouver une forme. Mais après, il y a l'immense travail de trouver cette forme et de la perfectionner jusqu'à ce qu'elle soit comme dans une sculpture tout à fait parfaite. Et ça se fait pas d'un coup. Et voilà. Donc il y a un tout petit peu d'inspiration et puis énormément de travail. Mais je trouve que au moins en disant ça, on donne pas une idée idéalisée de ce genre de métier. On rend compte aussi de tout le travail, du mérite de ceux qui font ce travail-là. Et Jérôme Mézot, parfois vous n'avez pas envie de céder à cette tentation de l'extraordinaire, juste pour un livre. Oui, ça m'arrive de vouloir y céder, mais très vite. Alors, je peux être tenté pendant 3, 4 lignes ou 10 lignes, et après ça retombe comme un flambé, comme un flanc. Et donc après, il faut recommencer le travail très très modeste. Donc voilà. On n'arrive pas à écrire différemment. On a son style, pas par choix, mais par obligation. En tout cas, moi, j'ai un peu de peine alors, je peux varier un peu les styles, mais il y a des façons de dire, des façons de ressentir, des sortes de rythmes, une perception du monde que j'arrive, qui est certainement le reflet de mon tempérament et que je peux pas transformer comme ça, même par jeu. Ouais. Même par jeu. Merci beaucoup, Jérôme Mézot, d'avoir participé à ce 3e épisode de Entre deux arts. Très intéressant. On a parlé écriture, on a parlé aussi critique versus création, écrire des vies ordinaires. Merci beaucoup, Jérôme, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Luc. Et ce sera un plaisir de vous revoir. On peut découvrir tous les liens et aussi certains textes qui ont été évoqués dans la description de ce podcast. Et jusqu'au prochain épisode, je vous dis à bientôt.